Tout le plaisir est pour nous de vous savoir très nombreux, branchés sur la 102.7 FM également, devant vos petits écrans de la télévision Espoir 47 également, devant vos ordinateurs, pour ce qui concerne nos liens sur le web, le www.togovision.com, le www.ebenradio.com, sans oublier également ici lome.com et Togo-6 online, co.uk, deux autres sites qui s'intéressent également à notre émission Grand Jury. Vous y êtes un nouveau jour avec un nouveau numéro de cette émission à travers laquelle vous vivez les commentaires, analyses et points de vue des confrères journalistes autour des sujets d'actualité. L'actualité de notre pays est relative à l'état de santé de l'honorable Bacha Gnassingbé, détenu dans l'affaire dite d'atteinte à la sûreté de l'État. Nous allons en profiter pour parler de la situation des prisonniers du Togo, puisque nous sommes à quelques pas de la semaine des détenus. Et puis l'actualité, c'est aussi d'avoir une idée sur les grands sujets au niveau des uns et des autres par rapport à cette semaine qui est en train de tirer vers sa fin. Voilà donc pour ce qui concerne le menu donc de notre rendez-vous de ce jour avec deux invités. Tchaboré Bouraïma, directeur de publication du journal Le Messager, dont nous allons scruter tout à l'heure la une. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour mon cher ami. Bonjour aux auditeurs et aux auditrices de la radio KNTB et puis aux téléspectateurs de la chaîne Espoir. Voilà. Et que bonne journée à tout le monde et merci à tous ceux qui nous écoutent, parce que c'est ça qui nous donne un peu l'envie, c'est ça qui nous donne le courage de continuer par faire ces analyses pour nous-mêmes et pour les populations. En tout cas, merci à vous aussi pour la disponibilité. Notre second invité, il s'appelle Abbas Issaka, il est le directeur de publication du journal Le Mania Libéré. Bonjour et bienvenue. Bonjour Rodrigue, bonjour chers auditeurs de KNTB et bonjour aux téléspectateurs de la télévision E47. Et je salue également les internautes qui sont au bout des ondes. Voilà, donc bienvenue à tous les Togolais de la diaspora pour l'actualité de notre cher pays, le Togo, le bien que nous avons en commun. Nous disons également bonjour à toute l'équipe technique qui nous accompagne, Élise Agossou-Soune Aoudia, Kosivi Georges et puis Octavio Alago, sans oublier la liaison au niveau de la radio KNTB assurée par une équipe avec à sa tête Malix Magloire, sans oublier Innocent Zéou alias IZ. Bonjour également à tous ceux qui sont en studio et puis à côté pour la réalisation de cette émission depuis la télévision, la maison de la télé, Espoir 47 à Tchévier, quartier Bali, ce qui nous envoie également à saluer le préfet de la ville de Tchévier, sans oublier le maire également, le préfet de la préfecture de Tchévier, le maire de la ville de Tchévier et toutes leurs équipes qui se battent pour le développement de cette localité. Nous sommes encore de cœur et on va dire assez renouvelés pour ce qui concerne les populations qui s'activent pour la fête Aïzan, la fête du haricot qui est à ses 45e édition. Rapidement, la une des journaux parus dans les kiosques ce matin, nous avons le Messager avec nous qui titre Bacha Gnassingbé admis au pavillon militaire au CHU Sylvanus Olympio pour raison de santé. Et puis journée de la femme africaine, le Togo table sur la contribution des femmes à l'essor de l'économie nationale. Et puis à la grande une, on peut lire la conférence de presse de l'ANC renvoyée à la semaine prochaine. Un report aux odeurs d'un dribble, écrit le journal de Tchaboré Bouraïma. Litige foncier à Adangbe, le préfet a Dossi, le seul et unique responsable de l'exacerbation de la tension entre les protagonistes, écrit le journal qui finit avec un article sur le pèlerinage à la Mecque et titre Transparency International Session Togo dénonce les actes de corruption dont sont victimes les pèlerins togolais. Autre journal dans les kiosques ce matin, Écho du pays de notre cher président de l'OTM, Observatoire Togolais des médias, M. Sizing, que nous saluons au passage, qui titre La célébration de la journée de la femme africaine a relancé le débat de la parité genre au Togo. Et puis opposition togolaise, CAP 2015 est-il en voie d'effondrement, s'interroge Écho du pays qui écrit à sa une, Bacha Gnassingbé hospitalisé depuis hier au CHU Sylvanus Olympio à Lomé. Et puis CEDEAO, la 4e réunion du forum des acteurs sur le système de suivi-évaluation a démarré hier, toujours à Lomé. Et le H-Croun au carrefour de sa mission, écrit Écho du pays. Le libéral également de Fabrice Pétiesi est dans les kiosques ce matin et titre
Pacha Gnassingbé sur les traces du capitaine Adinon Lambert, s'interroge le journal qui revient en politique pour écrire. Jean-Pierre maintient le suspense. La prétendue conférence de presse de déballage n'a pas lieu hier. Et puis Égypte, Faure Gnassingbé à la cérémonie d'inauguration du nouveau canal de Suez ce jeudi, nous apprend le libéral qui écrit week-end festif à Sotoboua, berceau de Seco Group, un marathon et un défilé de mode pour marquer les 11 ans de l'entreprise. Et pour finir, en culture, festival Elima Red Carpet, l'acte 4, voilà, c'est du 27 octobre au 1er novembre prochain. Flambeau des démocrates de Loïc Lawson dans les kiosques, nous le saluons également au passage. Certainement qu'il sera des nôtres la semaine prochaine. Descente aux enfers des infrastructures sanitaires au Togo, la fin des supplices, s'interroge le journal. L'article décoré avec la photo du tout nouveau ministre de la Santé, professeur Moustapha Midi Jawar. Inauguration ce matin de la nouvelle voie sur le canal de Suez en Égypte. Faure Gnassingbé au cœur de l'événement, écrit le journal. Et puis Assemblée générale constitutive de l'instance internationale de gestion du Maracana, la FIMA a vu le jour hier à Lomé, et avec la photo bien sûr du président de cette fédération qui naît en Afrique, Bleu Charlemagne. Éditorial Cap 2015 entre démagogie et désertion, écrit Flambeau des démocrates. Justice, prison civile de Lomé, Pacha Gnassingbé transféré au pavillon militaire. Santé, mission EBS Afrique 2015 à Kara, 2752 malades soignés, 352 patients opérés. Article décoré avec la photo du docteur Michel Kodom, président EBS Afrique, que nous attendons également en studio très prochainement pour vous sur cette mission humanitaire à travers laquelle lui et son équipe viennent au chevet des malades. Insécurité, coup de filet de la gendarmerie d'Afagnan, des malfrats qui sèment la terreur dans le bas Mono. Arrêtez. Voilà donc pour ce qui concerne la une des journaux parus ce matin dans les kiosques. Retour donc autour de ce plateau avec nos invités. Nous allons commencer par l'insécurité qui fait sa loi dans notre cher pays, le Togo. La nuit du lundi à mardi, un bus a été braqué entre Glei et Ouahala avec ces malfrats qui ont dépouillé les passagers de tous leurs biens avant l'arrivée de la gendarmerie pour escorter le bus jusqu'à Lomé, et puis d'autres actions sporadiques de braquage, de vol de motos et de tueries de tout genre. En tout cas, l'insécurité Tchaloré Bouraïma est de mise et très inquiétante, ce qui a d'ailleurs amené l'ambassadeur des États-Unis au Togo à tirer sur la sonnette d'alarme par rapport à la sécurité des ressortissants de son pays au Togo. Oui, je crois que l'ambassadeur des États-Unis au Togo a vu juste par rapport à cette situation dans le pays qui fait aujourd'hui rage, parce qu'on n'en a jamais vu. On n'en a jamais vu. L'insécurité aujourd'hui dans les environs de Lomé, que ce soit à Lomé même et dans l'intérieur du pays, dans certaines villes, je crois que ça devient de trop. Ça devient de trop, et moi je pense que les autorités devraient en principe commencer par s'inquiéter elles-mêmes et commencer par prendre des dispositions idoines. C'est vrai qu'il y a certaines dispositions qui étaient là, mais à partir du moment où cette insécurité va en croissance, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que ces dispositions sont peut-être inefficaces et qu'il faudrait scruter d'autres pistes pour voir quel dispositif faut-il mettre en place pour pouvoir venir à bout de ces malfrats, de ces bandits de grand chemin qui troublent le sommeil des populations, qui troublent le sommeil des Togolais et qui empêchent notre économie d'évoluer. Vous convenez avec moi que lorsque les gens veulent investir et à partir du moment où ces gens se sentent en insécurité, je ne crois pas que ces gens vont continuer par s'intéresser à cet investissement. Et c'est très grave. Parce que moi je dis, depuis que nous sommes en train de crier, les médias crient, certains acteurs également crient, comme ce fut le cas de l'ambassadeur des États-Unis au Togo, nous n'avons pas senti le gouvernement se lever et faire quelque chose, taper de poing sur la table et faire quelque chose de plus concret. C'est vrai qu'il y a des arrestations à Afagnan, comme l'a souligné un confrère ici, il y a d'autres qui sont arrêtés, mais ce que ça devient très inquiétant, c'est par rapport à ces arrestations et par rapport aux actes qui sont posés au jour le jour. Je crois que les arrestations restent encore
peu. Et il va falloir que les autorités changent de fusil d'épaule, les autorités changent de stratégie. Et en cela, nous sommes tous concernés. Et lorsque je parle des autorités, il faudrait également voir de notre côté, nous, populations. Parce qu'en fait, la collaboration en plus, parce qu'en fait, lorsque vous restez, vous faites des analyses, vous dites que ces braquages et autres là, ces personnes qui se livrent à ces genres de choses ne viennent pas de loin. Ne viennent pas de loin. Quand vous regardez ceux qu'on a arrêtés, soit ce sont des Togolais qui sont là, ou bien ce sont des bandits de grand chemin, certains qui n'ont pas pu peut-être continuer les études, certains qui sont là et qui n'ont pas d'autres boulots. Vous comprenez, je pense que les autorités doivent prendre le problème à bras le corps. Parce que la manière dont ces gens opèrent, c'est ça qui est encore grave. C'est la technique. La technique mise en place par ces gens pour opérer, c'est ça qui est grave. On vous prend tout, et si vous ne savez pas faire, on vous prend la vie également. C'est ça le mal. Et il y a un ami qui me parlait de quelqu'un qui tout proche du camp hérité, appelé disons le camp général Yadema, où quelqu'un s'est fait tuer, s'est fait dépouiller et s'est fait tuer juste à côté du camp. Vous imaginez? C'est ça qui est inquiétant. C'est ça qui est inquiétant. Et aujourd'hui, je crois que les autorités doivent revoir le problème, sincèrement. Voilà. L'insécurité, Abbas Issaka, nous en parlons, ça prend de l'ampleur, ça devient de plus en plus inquiétant, empêchant donc les Togolais de vaquer librement à leurs occupations. Un coup dur à l'économie nationale. Oui, c'est vraiment un coup dur à l'économie nationale. Du moment où cette insécurité, on semble peut-être fermer les yeux en consacrant l'impunité, parce que depuis l'attaque et les assassinats de l'ambassadeur, des ambassadeurs diplomates, et jusqu'à ce qu'on appelle l'attaque, le braquage de l'aéroport international de Lomé, où l'aéroport plutôt Jiranya Simbe Yadema, où les braqueurs ont traversé la ville avec leur pactole librement sur une moto, et ils sont allés encore commettre des bévues à Déticopé, où ils ont emporté encore des choses. Et jusqu'à ce jour, on dit qu'on a ouvert les enquêtes, et ces enquêtes n'ont jamais été fermées. Et du moment où ces genres de choses continuent avec les mêmes tactiques et les mêmes techniques d'agression, et on ne dit rien, les autorités judiciaires ne disent rien au niveau de la police et de la gendarmerie, on dit on a ouvert des enquêtes qui n'aboutissent pas, mais ça ne fera qu'encourager ceux-là, qui sont tentés aussi d'aller faire ce genre de choses. Parce que depuis qu'on a commencé par faire ces braquages, vous allez voir que les gens attaquent, agressent, après on dit que les agresseurs ont disparu dans la nature. Les populations peuvent crier, on dit qu'ils ont disparu dans la nature, mais le problème est toujours là. Et quand ça se passe comme ça, tel que tu l'as posé, l'économie du pays est déjà en pâtie, parce que les étrangers, les investisseurs ont du mal à venir investir dans un pays qui est en insécurité. Et ce problème-là, je pense qu'il faut le résoudre, parce que si on parle aujourd'hui de la vindicte populaire ou bien de la justice populaire, c'est parce que les gens n'ont plus confiance en la justice, parce que les gens n'ont plus confiance en des commissariats où on envoie les agresseurs, les bandits de grand chemin, et 2 jours plus tard, ces bandits-là ressortent pour narguer les populations qui les ont envoyés. Donc tout ceci-là, il faudrait qu'on revoie cette situation. Et je me dis qu'avec la réorganisation même de la police et de la gendarmerie, peut-être que c'est un défi que les bandits de grand chemin, les malfaiteurs et les malfrats ont lancé au colonel, au ministre de la Sécurité, pour voir comment il va réagir. Et je suis en train de dire qu'ils sont en train de jouer leur carte en défiant l'autorité de l'État. Parce qu'on dit, on est en train de réorganiser le système sécuritaire du pays, où on va encore diviser, comme on l'a fait au niveau de la refondation de l'armée, qu'on est en train de diviser les régions en sécurité et autres. Et aujourd'hui, dans les régions, même à l'intérieur du pays, partout, on sent que l'insécurité devient grandissante. Nous sommes même au beau milieu de l'année. On n'est pas encore arrivé à la fin de l'année. D'habitude, c'est vers la fin de l'année que la recrudescence, qu'on observe cette recrudescence. Mais aujourd'hui, c'est depuis le début même de l'année, mai, juin, juillet, même février, que cette insécurité a commencé. Et jusqu'à ce jour, on n'arrive pas à la maîtriser. Où allons-nous? Donc, on devait faire de telle sorte que, avec la ressuscitation de l'armée et de la police, qu'on puisse mettre fin à cette insécurité. Et nous sommes en train de préparer un sommet sur la sécurité maritime, un sommet continental qui va réunir
les différentes personnalités du pays, des autres pays, du continent. Si en ce moment l'insécurité devient grandissante, qu'est-ce que les gens là vont venir faire encore au Togo? Il faudrait mettre, parce qu'il nous reste seulement 2 ou 3 mois pour faire ce sommet. Et on est là, on est tombé dans l'insécurité, il y a l'impunité, on dit qu'il y a, on braque les gens, on ouvre des enquêtes et on ne les referme jamais, on ne sait pas comment les choses sont passées. Les gens attaquent leurs semblables avec des armes de guerre, des AK-47, des armes lourdes, et on ne retrouve même pas ceux-là qui ont fait ça. Ça va encore encourager d'autres à le faire. Voilà. Et Tchaboré, ce qu'on ne comprend pas, chaque fois avec ces attaques, ça a quitté l'étape de fusil d'assaut artisanal pour aller à l'étape d'armes modernes avec les AK-47, les Kalachnikov aujourd'hui. Et surtout que ces gares, on a vu à l'aéroport, on a estimé quand même l'argent volé à s'attendre vers le milliard, les gens ont porté. Et aujourd'hui, ils sont partis à des petits copies, ils en ont pris, chaque jour, ils en prennent. À quoi selon vous servent ces mannes que les gens prennent chaque jour et quel est le danger qui peut en découler? Non, ces mannes que les gens prennent chaque jour, moi je pense que c'est pour ce servir. Parce que c'est devenu leur job. Oui, c'est pour se servir. Parce qu'ils se disent quoi? Ils se disent que s'ils arrivent à extirper de la situation, ils arrivent à s'en sortir. Je crois que cette manne va leur servir à faire leur business comme ils le font. Et c'est eux seuls qui savent ce à quoi est destinée cette manne. Seulement ce que nous allons voir le côté néfaste par rapport à la vie de la population, par rapport à la paix, à la quiétude au sein de nos populations pour nous permettre de vaquer librement à nos occupations. Moi, je pense que c'est là le problème. Et en cela, moi, je reviens pour dire que c'est vrai que nous, au sein de la population, on doit collaborer et essayer de dénoncer un certain nombre de choses. Moi, je viens pour dire que l'État a un rôle prépondérant à jouer dans cette situation, puisque c'est le rôle légalien de l'État de protéger cette population. Mais à partir du moment où on ne voit pas, on ne sent pas ce rôle-là se mettre en application, on ne sent pas un certain nombre d'actes qui sont mis en œuvre pour pouvoir arrêter cette situation. Je crois que c'est ça qui est inquiétant. C'est vrai que le chef de l'État avait eu à annoncer un certain nombre de mesures et je crois que le chef de l'État avait bien vu par rapport à la situation. Vous savez, le monde est en train d'évoluer et il y a certains actes, certaines choses qui peuvent arriver. Et le chef de l'État avait bien vu, en prenant des mesures idoines, mis à part ces braquages et autres. N'oubliez pas qu'il y a Boko Haram qui est là et avec d'autres avec ces structures et qui troublent la quiétude des populations. Donc moi je pense que le chef de l'État, en mettant en place certaines structures, en disant qu'il va mettre à la disposition des forces de l'ordre et de sécurité du matériel pour pouvoir venir à bout de cette situation, je pense qu'il avait bien vu. Maintenant, qu'est-ce qui est fait? Parce que nous voyons aujourd'hui la recrudescence de cette violence, la recrudescence de ces vols et la recrudescence de ces braquages à main armée. Où les gens... Non, ce n'est pas... Même en pleine journée, les gens vous voient, ils vous suivent et puis ils essaient de vous braquer, vous tirer, vous retirez ce qu'ils veulent. Et au moment où personne ne peut rien faire parce que les gens sont là, ils ne peuvent pas bouger puisque les armes. Vous comprenez? Vous avez dit quelque chose de très important également. Mais avant, c'était des armes conventionnelles. Mais aujourd'hui, il faut voir la puissance des armes utilisées par ces malfaitants. Je pose la question, d'où viennent ces armes? Évidemment, est-ce que ce n'est pas une grande entreprise qui est en train d'être... C'est ça le problème. C'est vrai que ce n'est pas facile lorsque vous voyez en face de vous un homme qui est puissamment armé, ce n'est pas facile. Mais je pense que c'est le rôle également de l'État et c'est le rôle des forces de l'ordre de sécurité de nous protéger. Et lorsqu'il n'y a pas moyen, je pense qu'ils sont également là, on n'a pas fermé leur bouche, ils peuvent exprimer. Heureusement, comme je l'ai dit, le chef de l'État avait déjà annoncé et il s'est engagé à mettre à la disposition des forces de l'ordre de ces moyens. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe qu'en pleine journée, vous êtes là, on vient vous braquer, et si vous n'avez pas chance, on vous retire votre vie. Et simplement comme ça, qu'est-ce qui se passe? Toute la question est là. Alors que nous voyons en ville les forces de l'ordre circuler avec le matériel circuler, mais après tout, vous entendez qu'il y a braquage par ici, il y a mort d'homme par là, suite à un braquage. La question est là. Moi, je dis et je redis, je pense que le ministre de la Sécurité est en train de nous écouter en ce moment et je pense que
il est en train de réfléchir également pour voir la stratégie à mettre en place. C'est vrai qu'il ne faille pas venir exposer cette stratégie vis-à-vis des malfaiteurs parce qu'ils prendraient également leurs dispositions. Mais franchement, nous le supplions de revoir le problème au sérieux et de mettre une stratégie en place qui va permettre d'anéantir. Attends, le Togo qu'on appelait la Sud-Afrique, aujourd'hui vous voyez là où nous sommes en train d'avancer. Pourquoi on appelait le Togo la Sud-Afrique? Parce qu'il y avait une certaine stabilité de ces vols-là, on n'en connaissait pas. Aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers une situation vraiment qui devient inquiétante, non seulement pour nous, mais pour un certain nombre de choses. On a parlé des opérateurs économiques qui n'aimeraient pas investir dans un pays où la situation sécuritaire n'est pas stable. Voilà ce que je peux dire. Non, encore une fois, franchement, le ministre de la Sécurité, le Premier ministre et les plus hautes autorités et le chef de l'État, je crois qu'ils n'ont qu'à continuer ils n'ont qu'à continuer par réfléchir là-dessus et voir ce qui va être fait. C'est vrai que nous n'avons pas besoin qu'on vienne nous exposer ce qui est en train d'être fait, mais qu'on voit que ces personnes sont arrêtées et qu'il y a une diminution de ces actes. Voilà. Abbas, dans d'autres pays ou sous d'autres cieux, comme le diraient certaines personnes, on voit qu'après ces genres d'actes, il y a au moins l'autorité qui sort, qui rassure à travers un message la population par rapport à une prise de responsabilité pour rapidement mettre fin à cette situation. Mais aujourd'hui, on se limite, c'est vrai, il y a des communiqués qu'on publie, mais ce n'est pas aussi ce que l'on voudrait avoir. Non, les communiqués, les dénonciations sont des effets d'annonce inutiles. C'est-à-dire qu'il faut se mettre à l'acte, à l'œuvre. Les gens ne veulent pas qu'on parle. Quand les gens volent, il y a des gens qui circulent avec des armes sophistiquées en pleine ville et qu'on n'arrive même pas à arrêter. Qu'est-ce que les gens vont faire avec les communiqués ou bien les déclarations que les gens vont faire sur les autres, bien les sorties des uns et des autres? C'est pas ça. Le problème, c'est d'arrêter des gens, ceux-là, ou bien de faire de telle sorte qu'au niveau de la justice, lorsqu'on les amène un criminel, qu'il soit condamné selon la rigueur de la loi et qu'il fasse sa prison. Si c'est 5 ans, si c'est 10 ans, qu'il fasse ces 10 ans en prison. Qu'on ne retrouve pas la même personne le lendemain parce qu'il y a quelqu'un qui est derrière, qui a donné de l'argent, bien quelqu'un qui est derrière qui a téléphoné, il faut le libérer. Parce qu'il y a des gens qui couvrent ces genres de choses. Sinon, on ne comprend pas pourquoi, depuis là, les gens circulent, ils agressent les semblables en pleine journée. Et on n'arrive même pas à arrêter. On dit que les messieurs ont pu disparaître. Et si on ne fait pas attention, moi j'ai peur parce que les gens prennent de l'argent, on ne sait pas ce qu'ils en font, c'est qu'ils peuvent en commander. Ils commandent les armes. Ça devient leur entreprise. Et que moi j'ai peur pour les autorités, l'État, parce que quand les gens ne sont pas contents, ils peuvent diriger ces armes-là contre les autorités du pays. Donc il faut faire de telle sorte qu'on démantèle ces messieurs-là qui ont des armes, parce qu'aujourd'hui, nous avons des frontières poreuses où les armes circulent librement. Même au niveau des frontières, les contrôles ne sont même pas ce que nous les connaissons. Donc, il faut faire attention à tout ce qui se passe et tout ce qui se fait. Et quand on arrête quelqu'un avec les armes, parce que au Togo, pour pouvoir détenir l'arme, il faut un permis, il faut une autorisation. Il y a un permis de port d'armes qu'on délivre. Mais si quelqu'un n'a pas ce permis, on le voit avec une arme, il faut tout de suite l'interpeller et le faire subir la rigueur de la loi. Mais si on est là, on se tait, on voit ces genres de choses circuler, les gens circulent, ils volent, on ne leur fait rien, ils continuent leur basse besogne. Et ça fait que d'autres là qui sont en dessous, eux aussi disent, qui cherche aussi à faire. Qui cherche aussi à faire, donc lui dit que le monsieur, l'autre a fait, on ne l'a rien fait. Ou bien il voit qu'on l'arrête et après on le libère 2 jours sans être jugé. Lui aussi, il a la tendance à faire, parce que nous sommes dans un pays où les gens disent qu'ils souffrent. Ils souffrent, ils cherchent à manger, ils font beaucoup des choses qu'ils font avant de pouvoir joindre les 2 bouts. Donc, si le gars voit qu'à côté, quelqu'un vole, on ne le fait rien, lui aussi va se mettre dedans, et ça continue comme ça. Le problème, il faudrait que les autorités, avec la réorganisation, la restructuration de l'armée et de la police qu'on est en train de faire, qu'on puisse mettre la main sur des gens. Parce que moi, je ne sais pas, je ne vois pas pourquoi au moment où on réorganise la police, les forces de sécurité et autres, on soit là à être confronté à ces genres d'insécurité. Et l'insécurité, ce n'est pas bon pour un pays.
C'est la sécurité interne, ça. On n'a pas encore attaqué l'insécurité externe. L'insécurité externe, c'est ce qui se passe avec les Boko Haram. Et les djihadistes là aussi qui attaquent. Ça, là, on n'a pas encore vu ça. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays, c'est 56 000 600 km carrés de longitude. Qui dit que ça n'atteint même plus, c'est qu'avec l'érosion côtière, ça n'atteint même plus. Voilà, donc si dans ce rectangle de pays, on n'arrive pas à arrêter ces genres de personnes-là, comment est-ce que le pays va évoluer? Donc il faut arrêter ces genres de choses. Le gouvernement doit réagir. Le ministère de la Sécurité doit réagir. Il faut mettre les moyens au niveau de la police et de la gendarmerie pour enrayer ce fléau. Parce que si on réorganise, on dit qu'on a organisé. Entre-temps, on avait mis les araignées qui circulaient et les véhicules étaient donnés par l'ambassade de France. Et il y a même un commissaire qui a à me dire que lorsque j'ai vu ces véhicules-là, à la longue, il y aura des problèmes d'entretien et de dotation de carburant. Parce que quand la France a donné, on n'a pas accompagné ça de pièces de rechange. Maintenant, il faudrait que ce soit l'État qui s'occupe de l'entretien de ces engins. Or, vous avez vu que c'était en 2007 qu'on a eu ça. Et en ce moment-là, l'opération Araignée circulaire, ça dissuadait même les voleurs et les bandits de grand chemin. Mais entre-temps, jusqu'en 2010, 2011, 2012, on compte au bout des doigts ces véhicules-là qui circulent, les véhicules de la police et de la gendarmerie. On les voit dans les garages que sur la route. Donc, c'est le problème de cet entretien-là. Il faut que l'État mette des moyens. Et quand on a restructuré, quand on dit qu'on va créer les polices dans les régions et autres, s'il n'y a pas ces moyens, les véhicules de patrouille, les moyens mis à leur disposition, ça ne va rien donner. On va toujours être confronté à ces gens de sécurité. Très bien. Je crois que c'est un défi, comme on venait de le dire tantôt, c'est un défi que ces bandits de grand chemin lancent un défi et lancent à l'autorité, quitte aujourd'hui à l'autorité de réagir et de nous prouver qu'elle est là pour faire face à ces défis et de surmonter quand même la situation. Je crois que la balle est dans le camp des autorités, c'est très important. Très important, et puis comme les uns et les autres ont eu à le dire, quand on arrête les bandits, on les jette en prison, ce qui nous envoie directement donc, dans le local des détenus ou des hommes en conflit avec la loi. Parlant donc de cet article, la une du Messager, Pacha Gnassingbé admis au pavillon militaire au CHU Sylvanus Olympio pour raison de santé. On a appris quand même que l'état de santé de l'honorable était défaillant et c'est une information qui est tombée hier avec également le déplacement de certaines personnes détenues dans les affaires des incendies des marchés. Qu'en est-il exactement? Non, l'information, nous l'avons également appris, et puis elle nous a été éclairée par l'avocat, l'un des avocats de Pacha Gnassingbé hier sur les antennes de Canal FM, qui disait effectivement que dans la nuit de mercredi, de mardi plutôt, M. Pacha Gnassingbé était sorti de la prison et conduit au CHU Sylvanus Olympio, au pavillon militaire plus précisément, où il devait lui être administré des soins. Donc nous avons appris également cette situation. Et l'avocat, en la personne de M. Gilles Benoît Afangbedi, nous a fait savoir qu'il a tenté quand même de voir son client, mais ce qui lui a été refusé parce que le directeur, le responsable du pavillon militaire demandait qu'il devrait avoir une autorisation avant de pouvoir avoir accès à son client. Tout compte fait, l'information, elle est là, nous l'avons appris également que c'est comme ça et elle a été confirmée d'ailleurs par le responsable du pavillon militaire qui dit effectivement que Pacha Gnassingbé était là et il devait suivre des soins. Alors, ce que nous prions, c'est nous prions que ce qui va être fait puisse permettre à Pacha Gnassingbé également de recouvrer la bonne santé. Parce que, en principe, être en conflit avec la loi ne voudrait pas dire qu'on a perdu tout. Également, nous avons appris qu'il y a d'autres personnes qui ont été expulsées de la prison, mais elles sont conduites où on n'en sait rien. Ça, sur ce point, je n'ai aucune information par rapport à cela. Nous attendons de voir. En tout état de cause, je crois que les prisonniers, les gens qui sont en conflit avec la loi, ont également besoin d'être en bonne santé. Et c'est tout à fait normal ils ont leur droit. C'est tout à fait normal que lorsqu'il y a une situation qui se présente, que les autorités y pensent. Et je crois que c'est ce qui a été fait à travers la démarche, bien sûr, des avocats de Pacha Gnassingbé qui
ont fait une démarche vers le ministre de la Justice et lequel ministre a promis donner une suite. Et c'est justement la suite qui a été donnée. Aujourd'hui, ces mêmes avocats estiment qu'il fallait laisser Pachanya Singbe, il fallait lui accorder une liberté provisoire et lui permettre de se faire soigner. En tout cas, cette liberté provisoire, je crois que la justice est là et les autorités également pourront éventuellement l'examiner pour voir éventuellement les opportunités à faire dans ce sens. Sinon, bon, il est citoyen comme nous, on ne peut que lui souhaiter d'abord propre de guérison et prier pour lui, pour qu'il s'en sorte. Et éventuellement, et d'autres prisonniers qui sont dans le cas. Voilà. Alors, Issaka, c'est vrai que ça fait un bon bout de temps quand même qu'on entend parler de l'état de santé défaillant de Pachanya Singbe. Est-ce que vous comprenez pourquoi il a fallu une opération nocturne avant de le convoyer vers le pavillon militaire? C'est pour raison de sécurité, certainement. Ce n'est pas une opération nocturne, c'est à 5 heures du matin que les forces de sécurité sont arrivées armées avec une ambulance. Et c'est dans une ambulance qu'on l'a pris pour le conduire au pavillon militaire. Donc c'est certainement pour des raisons de sécurité qu'il a été extirpé vers 5 heures du matin. Mais pour les autres détenus, dans les affaires des incendies, c'est à 3 heures du matin qu'on les a extirpés de la prison de Lomé, où on les a balancés à l'intérieur du pays. Il y a certains qui sont à la prison de Tchévier, d'autres sont balancés à la prison d'Atakwame, et Sokodé et Kara. Loum, le cerveau Mohamed Loum, la pièce maîtresse, lui, on l'a déposé à la prison civile de Kara. Donc, c'est l'information qu'il y a par rapport à ces messieurs, mais seulement, ils n'ont pas, avant leur extirpation, leurs parents et leurs avocats n'ont pas été informés, n'étaient pas au courant de cette évacuation ou bien de ce transfèrement vers l'intérieur du pays. Donc c'est le lendemain, quand les gens sont allés pour les saluer, qu'ils ont appris que nous, on les a enlevés. C'est pour cela que les gens parlent d'une destination inconnue. Sinon, on les a balancés dans les prisons de l'intérieur du pays. Mais on ne sait pas pourquoi et pour quelle raison. Du moment où jusqu'à ce jour, le procès n'a pas été encore fait. On attend comment ça va se passer, si c'est pour des raisons encore de sécurité ou même Mohamed Loum dit qu'il est aussi malade. Lui, on l'a déposé à la prison de Kara. Et pour Pachanya Singbe, après ce transfert au niveau du pavillon militaire, bon, je ne sais pas, les avocats ont tenté de le rencontrer. Ils ont été confrontés à un refus catégorique des responsables du pavillon militaire. Bon, ça, peut-être qu'eux aussi ils ont leurs raisons. Et les avocats ont raison de crier qu'on leur refuse de voir leur client parce qu'il a été jugé. Même en instruction, un avocat a le droit de voir son client. Et aujourd'hui, bien qu'il a été jugé, condamné, l'avocat a le droit de savoir ce qui se passe avec lui. Parce que quand on a annoncé la maladie de Pacha, entre-temps, il descendait pour recevoir les avocats, puisqu'il est en haut. Donc, il tenait les béquilles, il descendait. Maintenant, la dernière fois, quand les avocats sont partis pour le voir, c'est eux-mêmes qui étaient obligés de monter parce qu'ils ne pouvaient pas marcher pour descendre. Et par rapport à la maladie qu'on est en train de citer, c'est plusieurs maladies qu'on a découvertes, détectées lorsqu'il est arrivé au pavillon militaire. Donc, c'est tellement que les médecins ont besoin de lui traiter, de lui administrer des soins intensifs et qui ne veulent pas que peut-être qu'il soit gêné dans le traitement ou bien dans son repos. Et c'est en ce moment que peut-être que l'autre dit il faut aller obtenir l'autorisation avant de pouvoir voir votre client. Et le problème aussi qui se pose, c'est que on est en train de voir que Pacha n'était pas le seul dans le cas des détenus lorsqu'ils ont été condamnés pour la tentative de coup d'État. Il y avait le général Tidjani aussi qui était malade et qui a été extrait de l'hôpital, de la prison pour l'hôpital, et après l'hôpital, il a eu une liberté provisoire pour aller se soigner en Europe où il a rendu l'âme. C'est le même avec le capitaine Adjino Lambert. Lui aussi, il était malade là-bas et
au niveau de l'hôpital et de la prison. On l'a amené à l'hôpital où il a aussi pu bénéficier d'une liberté provisoire pour aller se soigner en Europe. Aujourd'hui, il est là-bas. Peut-être tout porte à croire que par rapport à la maladie de Bacha Nyasingbe qui s'aggrave de jour en jour, parce qu'on parle de quoi pulmonaire et autres, il y a d'autres maladies qui sont venues s'ajouter à l'enflement de ses pieds, au gonflement de ses pieds. C'est tellement que peut-être qu'il peut suivre les traces de bénéficier de liberté provisoire pour mieux se soigner, pour mieux se soigner, mais peut-être pas à l'extérieur, mais pour bénéficier de bons soins et d'être libéré. Peut-être qu'il est sur les traces de ces deux personnes-là, puisque son frère ne peut pas le laisser comme ça mourir en prison, puisque ça va devenir une autre responsabilité, une charge qui va transporter. Donc, on va voir au niveau de l'hôpital et du pavillon militaire où on dit que c'est un hôpital qui est bien équipé, puisque même le CHU, on va voir l'évolution de l'état de santé de Bacha Nyasingbe pour voir s'il va bénéficier d'une liberté provisoire pour avoir accès même à des médecins spéciaux, à des docteurs spéciaux qui vont se charger de lui. Voilà, donc pour ce qui concerne ce sujet, concernant Bacha Nyasingbe et d'autres détenus dans les diverses affaires. Nous allons également rester là pour évoquer un tout petit peu cette affaire dite d'escroquerie internationale qui jusque-là n'a pas connu de procès, puisqu'on est déjà dans l'approche de la semaine des détenus. Et Tchabouré, que pensez-vous de cette affaire aujourd'hui? La plupart des pièces sont éparpillées. Il n'y a que Pascal Akousoulelo Bodiona qui croupit en prison là-bas à Tchévier. Non, moi je pense que c'est à la justice de pouvoir nous situer de ce qu'il en est. Comme tu l'as dit, les pièces sont éparpillées aujourd'hui, ça il faut le reconnaître. Il y a Abal Olissev qui dort paisiblement dans son truc. Il y a le français Loïc Le Foll-Prigent qui est en France qui se permet même de sortir des documents pour raconter sa vie. Donc je crois que, comme tu l'as dit, les pièces aujourd'hui sont éparpillées. Il n'y a que l'ancien ministre de l'administration territoriale qui est aujourd'hui en prison. Et moi je pense qu'il va falloir également, comme on le dit souvent, que la justice puisse rassembler ces pièces-là si possible, pour qu'on puisse savoir en fait ce qui se passe. On l'a toujours dit, mais on ne sait pas quel est le problème. Les Togolais ont besoin de le savoir, et puis la justice également a besoin d'aller vite pour qu'on puisse savoir ce qu'il en est effectivement de cette situation, de ce cas avec cette affaire d'escroquerie internationale. Sinon, à part ça, aujourd'hui tout est à terre. Tout est à terre. Je dis c'est à la justice seule de pouvoir nous situer et de nous dire exactement ce qu'il en est. Sinon, particulièrement, je n'ai plus d'informations à part le fait que ces pièces dont on a parlé, ces pièces sont éparpillées aujourd'hui. Ça, il faut le dire. Il y a aussi eu l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO datant du 24 avril 2015 dernier. Par rapport à cet arrêt, je crois que les interprétations sont diversifiées. Chacun interprète cet arrêt à sa manière. En tout cas, moi, c'est vrai que j'ai parcouru un peu l'arrêt, les confrères ont repris ça, mais chacun interprète ça à sa manière. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Ce n'est pas le premier arrêt que la Cour de justice de la CEDEAO a à rendre. Il y a aussi dans l'affaire Pachakvivi, la Cour de justice des 9 députés également. Donc, je crois que c'est aujourd'hui, en tout cas, les spécialistes sont également là pour nous éclairer là-dessus. Nous, on ne fait que faire des analyses, mais il y a des spécialistes pour nous dire, en fait, que veut dire cet arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, chacun interprète à sa manière, pourvu que vous appartenez à un camp ou à l'autre camp. Chacun se dit que non, cet arrêt n'a pas effet contraignant, cet arrêt veut dire tel. Voilà, à peu près, c'est dans le flou total, par rapport à ces situations et à ces arrêts qui se passent. Vous avez vu ce qui s'est passé aussi au Burkina avec l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO qui est revenu par rapport à l'exclusion de certains membres, des proches de l'ancien président. Donc tout ça là, vous voyez, c'est aussi ça, le rôle de la justice. Et c'est aussi ça, comme je l'ai dit tantôt, ce sont les hommes les mieux indiqués qui pourront nous
expliquer en fait de quoi il s'agit réellement. Heureusement que nous avons Abbas Issaka qui s'y connaît en droit et c'est une affaire qu'il a eu à traiter également dans les colonnes de son journal. Aujourd'hui, selon l'arrêt de la CEDEAO, si on fait la lecture simple en littérature telle qu'on le connaît, une cour qui ordonne, qui d'abord constate que l'arrestation ou l'arrestation est arbitraire, qui dit que l'emprisonnement dépasse le délai requis et qui voudrait soit qu'on accélère le processus pour aller vite au procès ou qu'on puisse libérer le détenu. Oui, par rapport à cet arrêt, c'est que la Cour de justice de la CEDEAO s'est prononcée sur les violations des droits de l'homme du détenu. Parce que si Bodiona était déjà jugé, c'est que cette loi, cet arrêt ne peut pas avoir un peu de choses, puisque l'État est souverain et que c'est là, comme c'est le cas de Pacha Yassingbe, on vous dit que l'autorité de la juge jugée est déjà là, on ne peut pas revenir. Mais ici, le procès n'a pas encore été fait. La Cour s'est prononcée, puisqu'elle a été saisie par les avocats de Bodiona et Bodiona lui-même sur les droits, c'est-à-dire les cas de violation d'être constatés dans la procédure. Et c'est sur ça que la Cour s'est prononcée. Et la dernière fois, lorsque les membres de cette Cour de la justice de la CEDEAO étaient dans nos murs, ils ont eu à expliquer par rapport à cet arrêt, et ils ont dit non, que c'est un arrêt qui a été sorti. Ils ont demandé, comme Bodiona n'a pas encore été jugé, qu'il soit libéré. Et on leur a posé la question de savoir si d'aventure l'État ne s'exécutait pas, qu'est-ce qui va advenir? Et ils disent que non, ce n'est pas la première fois qu'ils condamnent un État. Et ce n'est pas l'État togolais qui est le premier à être condamné dans ce genre de choses. Il y a plusieurs États qui ont été condamnés dans ce genre de situations de violation, des cas de violation des droits de l'homme. Et que, en principe, ils devaient assortir cette décision-là d'un délai d'exécution. Mais cela n'a pas été le cas. Et dans leur principe, c'est que dans le délai d'exécution, il faut au moins 3 à 5 mois. Si l'État ne s'exécute pas, la CEDEAO va prendre, la Cour de la CEDEAO va saisir une autre instance de la CEDEAO pour que l'ensemble des membres de la CEDEAO puissent se réunir et condamner cet État-là qui refuse d'exécuter la loi qui a été donnée. Donc aujourd'hui, on est dans l'attente de l'exécution de cette loi. Peut-être que l'État togolais est en train d'étudier les conditions dans lesquelles cette loi sera exécutée. Sinon, dans 5 mois, puisque la Cour a dit le droit le 24 avril. Aujourd'hui, nous sommes en août. En août. Donc ça fait déjà 3 mois, on s'achemine vers les 5 mois. C'est tellement que l'État togolais va s'exécuter d'ici les 5 mois en mettant en liberté Pascal Bodiona, parce que toutes les pièces, telles qu'on l'a dit tout à l'heure, toutes les pièces sont éparpillées à travers le monde entier et qu'on n'arrive même pas à les récupérer. Et il ne reste que Bodiona. Et la dernière arrestation de Bodiona, le 1er septembre prochain, ça va faire 1 an qu'il est à la prison de Noutien. Et cette dernière arrestation, cette dernière arrestation provient du fait qu'on l'accuse d'avoir fait outrage au magistrat. Outrage au magistrat et plus quoi que ce soit. Donc ils ont déplacé maintenant l'affaire d'escroquerie sur outrage à magistrat. Puisque si vous vous rappelez la conférence de presse qu'il a animée avec ses avocats à l'hôtel d'Aoba, donc il y avait des propos qu'il aurait tenus par rapport au magistrat. Donc c'est dans cette situation peut-être qu'on lui a dit qu'il n'a pas respecté le droit de réserve. Il ne s'est pas réservé de parler et il a fait outrage au magistrat. On ne sait pas si c'est ça qu'ils sont en train d'appliquer aujourd'hui. Si c'est dans ces circonstances, il faudrait que on demande à ce que le procès ait lieu plus rapidement possible pour que Bodiona sache sur quel pied il danse, parce qu'il ne peut pas être en prison et être là sans savoir pourquoi il est arrêté et qu'est-ce qu'on lui reproche exactement. Est-ce que c'est cette affaire d'escroquerie internationale où les gens ne sont plus là? Agba n'est plus là, Abbas El-Youssef n'est même pas là, le président n'est pas là, l'ancien ambassadeur Bouki Bénissan aussi, lui n'est pas là, tous ne sont pas inquiétés et on ne sait pas quand est-ce qu'on peut les rassembler
pour avoir provoqué un procès sur cette affaire d'escroquerie internationale dont les gens disent que c'est un truc monté de toutes pièces. Donc on attend par rapport à la chose que Bojona soit jugé sur ce qu'il est pour qu'il soit au moins positionné sur son sort. Voilà, donc nous profitons de cette occasion en passant par l'ancien ministre de l'administration territoriale et porte-parole du gouvernement, Pascal Akossoulou Bojona, pour souhaiter également une bonne journée et surtout souhaiter beaucoup de bien, beaucoup de bonnes choses à tous les détenus qui bientôt seront à l'honneur dans le cadre de la semaine des détenus. Nous allons finir donc notre rendez-vous avec cette conférence de presse avortée selon le messager de l'ANC, un report selon le messager l'heure d'un dribble. Oui, et Rodrigue, vous en souvenez que juste il y a de cela une semaine, lorsque Jean-Pierre Favre était revenu de ce que les gens nous ont appelé tournée européenne, où on nous annonçait tambour battant qu'il y aura un déballage juste dès son retour pour nous dire ce qu'il en est exactement et dire que la présidentielle du 25 avril 2005 n'avait pas été remportée par le candidat qui a été déclaré par la CENI et la Cour constitutionnelle élu et qui a été félicité par toutes les instances internationales et beaucoup de pays, dont je parle fort Niassimé. Donc, tout le monde attendait, je veux dire, ne serait-ce que les sympathisants, les militants et le peuple attendait pour voir le contenu de ce déballage. Mais malheureusement, on nous a tourné en bourrique, ça n'a pas été le cas. D'abord, dès les premiers jours, comme on avait l'habitude de le dire, de le faire, puisque Jean-Pierre Fabre, même étant à l'extérieur, essayait de rallier Lomé pour que toutes ces activités soient transmises à travers les médias pour que les gens puissent voir ce qu'il était en train de faire. Ça n'a pas été le cas. Il est revenu. Immédiatement, on n'a pas vu une déclaration, si ce n'est de dire au peuple togolais de s'armer, de continuer la lutte. Maintenant, on nous annonce que le mercredi, il y aura déballage. Et le mercredi vient, on ne trouve pas ce déballage. On reporte encore cette conférence. Vous comprenez que c'est comme si nous étions en train d'être dribblés par Jean-Pierre Favre. Et c'est ce qui amène beaucoup d'observateurs à dire qu'en réalité, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ne serait-ce que Jean-Pierre Favre serait en train de cocoter un certain nombre d'informations pour tromper le peuple togolais. Et comme l'a dit un confrère tout à l'heure, j'ai comme l'impression que par rapport à sa chute de popularité au sein de l'opinion, il fallait trouver une manière de se faire intéressé, de se faire désirer par la population. Comme ça, ça lui permettra de rebondir. Et moi, je pense que c'est dans cette logique que Jean-Pierre Favre est actuellement. Sinon, en réalité, s'il y avait quelque chose à déballer, il aurait pu le faire. Et je le disais entre-temps, est-ce que Jean-Pierre Favre avait même besoin d'une conférence de presse pour faire ce déballage? Parce que nous avons vu de par le passé, Jean-Pierre Favre avait des canaux par lesquels il passait pour faire ce déballage. Il n'avait pas besoin de cette conférence de presse. Donc, lorsque vous analysez, vous comprendrez qu'en fait, qu'il est en train de tenir le peuple en haleine pour se faire désirer par certains, parce qu'il faut le dire, à travers après cette présidentielle et eu égard à tout ce qui s'est passé, il y a quand même chute de l'estime de certains militants et de certains sympathisants par rapport à la stratégie de Jean-Pierre Favre. Et je n'en veux pour preuve que les défections au sein de CAP 2015 aujourd'hui, vous comprenez. Donc Jean-Pierre Favre est en train de se faire désirer. Et en tenant le peuple en haleine, il se fait désirer. Et ainsi, lorsqu'il va sortir, les gens vont vouloir vivement voir. Et c'est là que vous verrez que les gens vont se retrouver en masse. Et il dira encore, comme c'est son habitude, qu'il a mobilisé tout le peuple togolais. Bon, c'est dans ce sens. Sinon, en principe, je l'ai dit, Jean-Pierre Favre n'a pas besoin de faire une conférence de presse pour nous dire ce qu'il a à dire par rapport à cette présidentielle. Très bien. Abbas Issaka, par rapport à cette conférence de presse avortée du leader de l'ANC, candidat de CAP 2015. Oui, il faut dire que c'est une conférence de presse qui a été annoncée tambour battant et il y avait un tapage médiatique là-dessus. Et même le Pedro Amouzou aussi était revenu qu'il y aurait
un grand déballage le mercredi, hier mercredi. Tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait cette conférence de presse pour voir ce que Jean-Pierre Fabre va dire à la population. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que le déballage veut dire, on veut parler de ce qui s'est passé pendant les élections. Le déballage, c'est ce que l'Union européenne ou bien la France ou l'Allemagne ou la Belgique lui a dit en Europe là-bas, qui a été compilé dans un document qu'on n'a pas voulu nous dire lorsque Fabre est revenu immédiatement à chaud dans les réactions à chaud. Parce que après sa descente d'avion, s'il avait réagi à chaud, on pouvait dire que bon, il n'y aura rien. Mais on a maintenu le suspense, on a torturé la mentalité même des militants de l'ANC pour dire qu'il y aura un grand déballage. Et aujourd'hui, le déballage n'a pas eu lieu. C'est pour cela qu'il y a certains qui disent qu'après 3 mois de silence et après l'échec au niveau de lors des élections du 25 avril, il fallait trouver une occasion pour se racheter et pour se refaire une santé populaire, faire signer son comeback. Et ce comeback-là a été avorté hier. On nous annonce que c'est la semaine prochaine, certainement, peut-être mardi encore, qu'on prétend faire cette conférence de presse pour déballer. Mais les gens se posent la question de savoir de quel déballage il va s'agir, si c'est dit déjà entendu. Parce que si c'est pour se prononcer sur l'Union européenne a déjà salué l'élection de Faure Gnassingbé et que les recommandations de l'Union européenne, on les connaît. Tout ce que l'Union européenne avait dit pendant les élections, on connaît les recommandations qui ont été faites depuis les élections de 2010 jusqu'à ce jour. Et si c'est au niveau de l'élection elle-même des résultats, on sait ce qui s'est dit avec Pedro et on sait comment les gens sont allés proclamer les résultats en excluant une partie de tout le pays. Donc, si c'est ça les révélations qu'on attend faire et peut-être qu'on n'allait pas tout le moment rassembler les choses, on met ça sur le dos des funérailles qui seront organisées d'un militant qui a été décédé. Donc, est-ce que ces funérailles n'étaient pas organisées et n'étaient pas programmées avant qu'on annonce la conférence de presse de déballage sur le mercredi? Donc, tout ceci-là, c'est peut-être que pour maintenir le peuple en suspens et voir si le mardi, les gens vont encore sortir nombreux pour le soutenir et montrer à la face du monde qu'on est populaire. Mais sur le moment, sinon, tel qu'on est là, déballage ou pas, on ne va pas revenir sur l'élection de 2015. Non, c'est clair. Je crois qu'il faut être naïf pour croire en ce que les gens sont en train de dire aujourd'hui. Ce sont les naïfs qui peuvent croire parce que le confrère vient de le dire tout à l'heure. Aujourd'hui, la France où M. Jean-Pierre Fabre nous fait croire qu'il est allé et qu'il a été reçu à l'Élysée et à Matignon et ainsi de suite, je crois que cette France a félicité Faure Gnassingbé. Les instances internationales comme l'OIF, la CEDEAO, tous ont félicité Faure Gnassingbé parce que ces instances ont vu que les élections... En politique, on ne dit jamais. Non, ce que je dis par rapport à ça, est-ce que ces instances ont dit à Jean-Pierre Fabre que non, ce que nous avons fait en félicitant Faure Gnassingbé, ce n'est plus ça? Voilà, je crois qu'il faut être naïf pour croire en cela. Ce sont les naïfs qui peuvent croire en cela. Ce n'est pas vrai. Ça, il faut le dire. Je crois que on est en train de nous fabriquer quelque chose pour, comme l'a dit le confrère, pour pouvoir tenir le peuple en haleine et se faire désirer. Moi, je l'ai dit tantôt, on est en train de nous fabriquer quelque chose pour se faire désirer. Sinon, en réalité, il faut être naïf pour croire que les instances qui ont déjà félicité Faure Gnassingbé, les pays qui ont déjà félicité Faure Gnassingbé pour son élection, élection qui a été transparente, tout le monde l'a vu, dont les résultats sont crédibles. Tout le monde l'a dit, c'est écrit blanc sur noir. Que ces instances vont revenir dire à M. Jean-Pierre Fabre que non, ce que vous avez dit, on te croit, et que bon, votre victoire, c'est là. Les instances ne sont même pas la Cour constitutionnelle du pays. Très bien, les instances, c'est la Cour constitutionnelle. Et on nous promet que d'ici 2015, il y aura alternance. De quelle manière il va y avoir alternance d'ici 2015 alors qu'il n'y aura pas élection présidentielle encore d'ici 2015. L'élection présidentielle... On est déjà en 2015. En tout cas, nous sommes pratiquement pris par le temps, pour ne pas dire légèrement débordés. Nous mettons ainsi fin à notre rendez-vous de ce jour pour ce qui concerne ce numéro de votre émission Grand Jury. Nous disons merci à Tchabouré Bouraïma pour sa disponibilité. Merci également à Abbas Issaka pour également la disponibilité. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés, que ce soit ici à la télévision Espoir 47 ou encore à KNTB ou au niveau des médias
partenaires. Nous allons clôturer avec ce proverbe africain qui dit tout simplement, puisque ça a été réécrit par qui, vous le saurez, peut-être vous allez chercher et savoir, la vie de société ou en politique, c'est comme la langue et les dents. Parfois, les dents mordent la langue, mais ce n'est jamais une raison pour que la langue déménage ou une raison pour faire déménager la langue. Allez-y, comprendre. Nous disons bonjour à Sir Ademayakor et toute sa famille. Bonne journée. Au revoir.